Au lieu de se plaindre de ce que la rose a des épines, il faut se féliciter de ce que l'épine est surmontée de roses et de ce que le buisson porte des fleurs. Tout simplement pour vous dire qu'au milieu des impasses, au milieu des difficultés, essayons toujours de voir le bon côté de la chose. La rose a des épines, certes, mais sa beauté nous fait très souvent oublier qu'elle pourrait être un danger pour nos jolis doigts. C'est donc avec cette belle motivation que je vous salue ce midi. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour de nouvelles informations. Nous sommes jeudi et par ici, les jeudis, nous parlons entrepreneuriat, coaching numérique et de l'agriculture. Notre débat du jour s'intéresse à l'entrepreneuriat féminin puisqu'hier, 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous intéressons à l'entrepreneuriat féminin à l'ère du digital. Elles sont 3 femmes évoluant dans l'entrepreneuriat, certes, mais dans divers domaines. Ce serait donc un débat basé sur le partage d'expériences. Bref, voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Coaching numérique reçoit aujourd'hui pour vous 3 jeunes béninois qui se sont mis ensemble pour créer le start-up Suprême Dynasty. Osnel Adounciba, bonjour. Bonjour madame. Alors Laetitia Ladécan, comment on va? Je vais bien et chez vous? Ça va très bien. Rodrigue Sessou, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Alors, ça va très bien. Osnel, parlez-nous de Suprême Dynasty, votre start-up que vous dirigez ensemble. D'accord. Suprême Dynasty, en réalité, c'est une coopérative de jeunes. Nous avons eu l'idée d'innover dans le domaine du numérique et ensemble, nous avions commencé depuis très peu à penser à une idée de projet qu'on pourrait porter. Et nous avons entendu parler d'un appel à candidature pour, dans le cadre d'une Startup Day pour parler des projets allant dans le sens de l'écotourisme numérique, ce qui a en même temps fait que nous avons précipité les choses pour mettre sur pied l'idée qui est From 229. Justement, et oui. Parlons de From 229. D'abord, pourquoi From 229? From 229 parce que d'abord c'est une idée des jeunes entrepreneurs rien que du Bénin. Ça vient du Bénin et on va beaucoup plus faire la publicité, la promotion des produits artisanaux du Bénin à l'extérieur. Laetitia, From 229, à la base, c'était quoi l'idée? From 229, c'est une application web de diffusion et de distribution des produits artisanaux innovants et dont les bénéfices seront réinvestis après de la création d'entreprises innovantes. D'accord. Et il a commencé par le dire, Osnel, vous avez participé à la Startup Day et après avoir défendu ce projet, vous avez été sélectionné parmi les 3 projets qui ont été retenus. Alors, quand on voit son projet sélectionné, parce qu'il y avait au moins quand même 25 projets, quand parmi ces 25, son projet est retenu, comment on se sent, Rodrigue? Bien évidemment, on doit se sentir heureux, mais pas que ça. On doit retrousser les manches tout de suite, puisque c'est du travail qui commence, c'est du pain sur la planche. Il faut aiguiser son couteau et tout. Alors, que comptez-vous faire désormais avec votre projet? Une seule chose à concrétiser. Nous avons débattu ce projet, cette idée de projet, qu'on a travaillé pour pouvoir confronter cette idée d'abord au jury et tout. Maintenant, là, les prochaines étapes, c'est de finaliser d'abord le plan d'affaires, avoir une première version de la marketplace et ensuite voir des activités qu'on va faire pour gagner de l'argent et lancer la plateforme. D'accord. Et quand vous allez lancer cette plateforme, ce serait à quel but? Est-ce que ce serait uniquement destiné pour les Béninois ou bien ça va bien au-delà, Rodrigue? Et je dis Rodrigue, Osnel. À la base, ça sera d'abord pour les Béninois. Nous avons 2 cibles. Nous avons d'abord nos bénéficiaires. C'est tout entrepreneur innovant dans le domaine de l'artisanat qui a besoin de faire connaître davantage ses produits et d'augmenter son chiffre d'affaires. Et ensuite, les consommateurs, qui est toute personne qui a envie de prendre les produits artisanaux
et qui a un pouvoir d'achat de 2000 francs minimum et qui dispose d'Internet. Donc, on va partir d'abord de là, du Bénin, ensuite penser à l'international. L'écotourisme, pourquoi? Est-ce parce que vous êtes des fans de tourisme, de montrer au monde entier tout ce qu'il y a comme potentiel touristique au Bénin? Est-ce pour cela, Laetitia? Oui. D'abord, nous voulons valoriser le tourisme responsable et éviter de dégrader, de polluer notre environnement, de faire la promotion du tourisme béninois et aux yeux de tous. Alors, Laetitia, quand on est une femme au milieu de que d'hommes et qu'on travaille avec eux, comment ça se passe généralement? Est-ce que parfois vous avez tendance à croire que vous êtes uniquement une femme ou bien le sexe ne compte pas au sein de votre groupe? Non, le sexe ne compte pas. Comment ça se passe avec eux? Oh, ça se passe bien. Ils m'aident beaucoup. Et ils m'appellent souvent le baronne. Donc, Le baronne, pourquoi? parce qu'ils disent que je suis le chef. Je suis D'accord. très autoritaire, donc tout se passe très bien avec eux. D'accord. Alors, 8 mars, journée des droits de la femme, directement à toi, Laetitia, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser au leadership féminin. Ça nous permet à nous d'avoir l'indépendance, d'être indépendante et de ne pas dépendre, ne pas forcément attendre les hommes avant d'entreprendre nos propres projets. Ne pas forcément attendre les hommes. Les hommes, on n'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que comprenez qu'à un moment donné, les femmes ont besoin de s'affirmer. Parce que pendant longtemps, les hommes se sont affirmés. On a vu les hommes à la tâche. Donc aujourd'hui, c'est quand même bien. Ça me fait plaisir de savoir qu'au sein de votre start-up, il y a une jeune dame. Alors, merci Osnel, Rodrigue, Laetitia. Je vous souhaite du courage pour la suite. Revenez par ici dès que le projet va prendre corps concrètement. Et on va encore suivre ça avec vous. OK? Merci. Bon retour à vous. On installe à présent Ariane Da Silva et son invité dans Entrepreneur. Ariane Da Silva, je te permets de bien t'installer, ça va? Je suis installée. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi-même, Rebecca? Ça va très bien. Nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme d'habitude, hein, mais aujourd'hui, dans la mode. Notre entrepreneur est dans la mode. Voilà, elle est styliste. D'accord. Et je suis tentée de lui dire good morning. Puisque? Elle vient du Nigeria. Mais elle est béninoise. Oh là là, mais elle a préféré le Nigeria. Elle a préféré s'allier au Nigeria, s'unir au Nigeria. D'accord. Alors, notre entrepreneur du jour, c'est Nadeja Gossi-Aride Ouna. Oui. C'est bien cela. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau du rendez-vous de Merci midi. beaucoup. Alors, Rebecca, ce qui est marrant, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est dans le domaine des affaires, puisque l'entrepreneuriat, c'est le domaine des affaires. Elle a une maîtrise en droit des affaires, ce qui est normal. Mais son choix, c'est la carrière judiciaire. Pourquoi? Dans ce domaine-là, pourquoi? Tu vas peut-être lui poser la question. C'est-à-dire, son choix, c'est la carrière judiciaire dans la mode? Non, dans la maîtrise du droit des affaires. Ok, donc c'est ça son diplôme à la base. Oui, c'est ça son diplôme Et à la elle a base. laissé ou elle continue des essais? Elle C'est va pas répondre. fini. Elle a un master en commerce international, gestion des relations maritimes. Maritime. C'est pas bizarre là maintenant. Deux mondes. Deux mondes différents. Mais aujourd'hui, elle se retrouve dans le domaine de la mode. Elle va expliquer Comment tout c'est ça. possible? Nadège, comment c'est possible? Alors déjà, même, hein, comment ça a commencé? Voilà. Après les études, quand j'ai fini la maîtrise en droit, en fait, je voudrais être notaire. Mais c'est un peu difficile dans notre pays de devenir notaire. Il faut faire des stages avant de faire la formation. Donc quand j'ai fini la maîtrise, ça devenait un peu difficile d'avoir le stage. Donc c'est pour ne pas rester à la maison. J'ai commencé le master en gestion des relations maritimes internationales. Et j'ai fini en 2 ans normalement, mais on a fini en 3 ans puisque l'école a eu des difficultés. Après ça, j'ai eu des stages, de stage en stage. Je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine de rester à la maison ou bien de faire des stages qui n'est pas payant. Les besoins sont là. Bien avant ça, quand j'étais
au primaire, je me suis familiarisée un peu avec la machine parce que j'ai une grande soeur qui a fait la couture. Et en l'aidant et en la regardant faire à la maison, je me suis familiarisée avec la machine. Je faisais la couture simple, je ne pouvais pas faire la coupe. Mais en 3e année de droit, il y a eu une grève. Quand j'étais en 3e année, on était resté à la maison au moins 4 à 5 mois. De là, je me suis lancée un peu dedans. J'allais vers d'autres couturiers. Parce que ma soeur n'était plus à la maison. Vous perfectionnez, c'est ça, ou bien pour Pas travailler? ça. Juste parce que si je vois un modèle que ça me plaît, je vais vers eux, leur demander de me faire la coupe. Et je reviens à la maison, je fais la couture. Si ça sort bien, tant mieux. Si ça ne sort pas bien, tant pis. Puisque jusque-là, je n'avais pas l'intention de rentrer dans la mode. J'avais toujours en tête de devenir notaire. D'accord. Mais quand j'ai fini, il n'y avait pas le boulot. J'ai fait les 2 masters, il n'y avait pas le boulot. Mon mari actuel était mon petit ami en ce temps. Il est du Nigeria, raison pour laquelle je suis là-bas. D'accord. Donc c'est lui qui me disait, à défaut de rester à la maison et ne rien faire, pourquoi ne pas m'investir dans la mode, étant donné que je sais déjà faire. Donc c'est de là que j'ai commencé des petites formations. La première formation, je l'ai faite dans une école anglophone qui est à Papa. Et après, j'ai ouvert ma boutique. J'allais faire les marketing tous les lundis. Je prenais ma moto, je vais de service en service avec mes catalogues, mon cahier. Et c'est comme ça votre entreprise a été mise en place, oui. Ariane. Et aujourd'hui, elle exerce sa passion au Nigeria. Moi, tout de suite, ce qui me vient en tête comme question, c'est quand vous faites une comparaison entre ici et là-bas, est-ce que c'est plus facile là-bas d'entreprendre qu'ici ou bon, les deux se valent? Là-bas, c'est un peu facile d'entreprendre qu'ici. Parce que ici, quand j'étais ici, tout ce que j'entendais, c'était des découragements. Pourquoi tu aurais été à l'école jusqu'à ce niveau et puis tu vas laisser pour entreprendre tout. Mais là-bas, on t'encourage plus à entreprendre que d'attendre d'être employé dans une structure. Comment? Le système éducatif, d'abord, te donne l'opportunité d'apprendre après les études. Les cours commencent de 9h à 16h. Donc, tu as le temps d'apprendre. Même à l'école, on vous apprend d'autres choses, des métiers d'art que tu peux exercer après. Les entreprises aussi ferment tout. Donc, étant employé quelque part, tu peux aussi apprendre autre chose et faire. Et là-bas, c'est un pays un peu formateur, à moins que tu ne veuilles rien faire. Mais si tu as envie d'entreprendre et de faire, tu as toutes les opportunités de le faire. Et ça t'apprend, ça te forme. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas d'avoir des regrets? Est-ce que vous avez quand même fait le droit? Est-ce que cette passion-là ou cette ambition de devenir notaire n'est toujours pas là? Est-ce que vous n'avez pas envie un jour de claquer la porte? Des fois, oui, je me dis, j'aurais pu m'arrêter à la maîtrise et puis utiliser le temps et faire la formation un peu plus tôt. Et des fois, je me dis, non, pourquoi? Après, je me dis, bon, si je n'avais pas été à l'école jusqu'à ce niveau, la manière dont j'exerce ma profession aujourd'hui serait un peu différente. Donc, ça vous apporte quelque chose de plus? Oui, parce que les études, les diplômes et la mode m'ont permis de voyager à beaucoup d'endroits pour des formations. J'étais à Lomé, j'étais à Dakar, au Kenya et à Dubaï aussi. Wow. J'ai été sélectionnée, ce sont des programmes, j'ai été sélectionnée, j'ai été posée les deux, j'ai été sélectionnée. Et puis, je suis partie pour des formations en entrepreneuriat. Donc, en gros, ce n'est pas inutile d'apprendre quelque chose avant de s'adonner à sa passion? Non. Si on vous demandait de donner un conseil, je sais pas, l'éducation est la base de toute chose. Il faut être éduqué pour savoir comment vivre dans la société. Mais une fois là-bas, est-ce qu'il n'y a pas eu la barrière de la langue ou bien depuis le Bénin, vous avez eu à faire une école bilingue? Oui, déjà ici, je parlais déjà l'anglais. Okay. Et quand je voyais que je vais partir là-bas m'installer, j'ai fait une formation de plus. Donc, il n'y a pas la barrière de langue. Mais votre cible, c'est vrai que vous avez dit que vous voyagez un peu partout. Est-ce que le Bénin continue de faire partie de vos cibles en matière de consommation de vos produits? J'ai des clientes ici. J'ai beaucoup de clientes ici parce que je suis basée dans la couture féminine, des bébés de 3 mois jusqu'aux adultes. Et puis les robes de mariage traditionnel, mariage religieux, toutes sortes de tenues féminines. Donc j'ai des clientes ici à qui j'ai fait des robes de mariage.
D'accord. Madame Ouna, c'est bien toi. Oui. Ouna. Vous restez avec nous, Ariane, toi aussi d'ailleurs. Oh, pourquoi tu ne peux pas me libérer, Rebecca? Non, je ne peux pas. Installons donc le débat avec les deux autres invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Le débat. L'entrepreneuriat féminin à l'ère du digital. Elles sont trois femmes au parcours inspirant. Elles évoluent dans le milieu de l'entrepreneuriat, certes, mais dans divers domaines, mode, make-up, agriculture. Par ici, elles vont partager leurs expériences, les difficultés et le coup de pouce du digital dans cet univers de l'entrepreneuriat. Elle était déjà avec nous sur le plateau, Nadège, et à côté d'elle à présent, Morissette Dompégan. Vous êtes esthéticienne. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, loin de la parenthèse. Merci. En face, Mireille Kpakpa, c'est bien ça, Mireille Kpakpa. Vous êtes entrepreneur, mais dans le milieu agricole. Alors, Ariane Da Silva, comme moi, je ne suis pas entrepreneur, tu me présentes pas. Tu n'es pas entrepreneur, mais c'est toi qui nous déniches souvent les entrepreneurs par ici. Donc, forcément, tu as aussi ton mot à dire. Alors, ma première question s'adresse à Morissette. Comment cette aventure d'entrepreneur a démarré avec Morissette? Bon, l'aventure d'entrepreneur elle-même s'est déroulée depuis les études universitaires. J'avoue que je suis une personne très, très active dès le début et donc je n'ai pas eu du mal à rapidement faire en quelque sorte une reconversion. Sinon, tu es à la base? À la base, j'ai un master en nutrition santé, mais très, très rapidement, j'ai compris que ce n'était pas là mon appel. Voilà. Donc, après un master en nutrition santé, oui. Vous avez compris que là, ce n'était pas votre base. Pas du tout. Et c'est là que vous êtes reconverti voilà, en entrepreneur. En suivant plusieurs formations dans différents domaines de l'esthétique. Et rapidement, j'ai choisi mon chemin. Mais pourquoi l'esthétique? Pourquoi le milieu de l'esthétique? La petite histoire de quelques secondes, depuis la classe de 5e, je me rappelle avoir pris un miroir, faire un joli make-up. Tout mon collège était en feu quand ils m'ont vu, mais tout de suite, mes parents n'étaient pas d'accord. Donc, très jeune, j'avais déjà de la passion pour tout ce qui est beauté, pour tout ce qui est bien-être corporel. Et c'était ça ce que je voulais faire. Mais vous comprenez, avec les parents, ce n'est pas toujours facile. Donc, j'ai dû, je dirais, faire plaisir à mon père d'abord. Et ensuite, en poursuivant les études jusqu'au master. Jusqu'au master. Et après, je suis allée faire plusieurs formations pour suivre réellement mon chemin, ma voie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que papa pense de tout ça? Il est très fier. D'accord. Nadège, je sais qu'il y a des similitudes avec Morissette, hein, puisque vous aussi, vous avez eu un master et après, vous avez laissé, vous êtes maintenant dans l'entrepreneuriat. Donc, je pose alors la même question à Laetitia. Non, pas Laetitia, Mireille, pardon, à Mireille. Parlez-nous de vos débuts. Comment est-ce que vous êtes entrée dans l'entrepreneuriat? Je dirais c'est tout de suite après ma licence. J'ai eu une licence en agronomie, production végétale. Donc déjà lors du cursus universitaire, il y avait des formations, des stages en transformation qu'on suivait. Donc tout de suite, j'ai été intéressée par la transformation agroalimentaire. C'était passionnant, c'était beau à voir. Donc, après ma licence, j'ai dû me convertir en transformation. Je faisais les jus, les sirops, je livrais un peu partout. Mais après que j'ai terminé la licence, là, je me suis dit pourquoi ne pas rester dans ce domaine-là et exceller. Et depuis 3 ans, 4 ans comme ça, je suis restée dedans et j'évolue petit à petit. Est-ce que quand on fait l'agronomie, la porte de sortie tout de suite, c'est l'entrepreneuriat? Pas forcément. Pas forcément, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais le mieux pour moi, compte tenu de mes circonstances et de mon parcours, de ma maîtrise,
j'ai dû me convertir vers l'entrepreneuriat. Je vous posais la question parce que généralement, quand on reçoit les entrepreneurs qui sont dans le domaine agricole, tout de suite, c'est que j'ai fini par aller vers l'entrepreneuriat, par faire la transformation agricole, transformation de ci ou ça. Donc, c'est pour cela que je vous posais la question. Mais vous, dans votre cas, vous êtes allé vers la transformation, pas parce que vous avez déjà travaillé dans une entreprise, au sein d'une entreprise, et que vous avez finalement choisi d'aller vers l'entrepreneuriat. C'est bien ça? Non, je n'ai pas eu la chance de travailler dans une entreprise, vu que la formation en agronomie est une formation complètement pratique, c'est-à-dire il y avait les cours théoriques qu'on suivait déjà à l'école. Après, il y avait les stages en fin de formation chaque année qu'on répétait. Donc, je dirais que c'est une formation qui nous permet déjà avec un peu de moyens de s'initier directement à l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je suis restée dans ce domaine et c'est passionnant quand même. D'accord. Ariane Da Silva, j'avais commencé par le dire, tu n'es pas entrepreneur, mais généralement, tu nous reçois des personnes ici dans le domaine. Voilà, tu les côtoies beaucoup. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, parmi les personnes que tu envoies par ici, qui viennent parler de l'entrepreneuriat, qui évoluent dans ce milieu, il y a beaucoup plus de femmes. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui explique cela? Non, mais c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, les femmes ont décidé de faire bouger le monde. C'est peut-être parce qu'elles ont décidé d'arracher le pouvoir. Mais pour arracher le pouvoir, est-ce qu'on a besoin forcément d'entreprendre? Pas forcément, parce qu'il y a d'autres femmes de pouvoir dans d'autres domaines et tout. Mais du côté de l'entrepreneuriat, on sent quand même une certaine motivation aujourd'hui, un certain engouement dans le rang des femmes. Peut-être parce qu'elles ont compris que c'est le chemin le plus facile pour pouvoir le faire. Belle chute. Je ne sais pas. Belle Elles chute vont peut-être nous expliquer exactement. Donc, mesdames, je le disais tantôt, et Ariane aussi a posé cette question. On remarque que dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a plus de femmes aujourd'hui. Est-ce à dire que dans le domaine de l'entrepreneuriat, il n'y a pas du tout de difficultés? Nadège? On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Dans tout métier, il y a de difficultés. Dans l'entrepreneuriat, on rencontre beaucoup de choses. D'abord, si tu n'as personne pour t'encourager, vite, on laisse. Et au cours du chemin, déjà des clients, il y a des clients qui sont vraiment crazy, si on peut le dire. Il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Vous partagez l'avis de Nadège? Oui, je partage son avis, sauf que j'irai un peu plus loin en disant que moi, personnellement, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que il m'offrait une certaine flexibilité. Déjà une flexibilité par rapport au temps. Je suis capable de gérer mon temps parce que en tant que femme, j'ai besoin de mon temps non seulement pour ma vie professionnelle, mais également pour bien d'autres choses que vous savez, comme la vie personnelle par exemple, la vie maritale, les enfants, voilà. Donc sur ce plan, moi en tant que femme, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce qu'il m'offre une flexibilité déjà liée au temps. Je peux disposer de mon temps. Je peux piloter mon entreprise même en gérant mes enfants à la maison, depuis chez moi. Ensuite, est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés? Oui, il y a des difficultés, comme dans toutes choses d'ailleurs. Mais je mets surtout l'accent sur la flexibilité que m'offre l'entrepreneuriat. C'est pour ça que moi, je l'ai choisi particulièrement. D'accord. En dehors de mes passions, c'est cette flexibilité que l'entrepreneuriat m'offre en ne m'obligeant pas à être présente tout le temps dans un bureau ou dans un service, par exemple, que moi, je l'ai tout de suite choisi. Mireille, les difficultés dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est vrai que vous évoluez dans le milieu agricole, mais parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez souvent. De notre côté, vraiment, c'est pas du tout l'argent. Il y a énormément de difficultés, surtout quand on n'a pas de formation de base pour la gestion d'une entreprise, c'est beaucoup difficile. Et je dirais que l'entrepreneuriat aussi, de côté, offre certains avantages à travers la gestion du temps dont Madame vient de parler. Et mis à part ça, ça permet de se découvrir. Dans ce domaine-là, tu te découvres, tu as la capacité d'apprendre de nouveau. Tu n'es pas forcément sous quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça. Mis à part ça, bon, je dirais que c'est pas mal quand même. C'est pas mal.
Et quand tu observes aujourd'hui, Rebecca, c'est pas forcément des femmes juste comme ça qui entreprennent aujourd'hui. C'est plus des femmes comme les femmes que nous avons sur ce plateau qui ont étudié, qui ont un bagage intellectuel, mais qui décident de vivre après, à côté de leur passion. Donc, je pense que c'est un atout, c'est un avantage, car ça leur permet quand même de mieux développer leurs entreprises. Et par rapport à ce que Mme Morissette disait, la gestion du temps, c'est important pour la femme. Parce que la femme, elle est je veux utiliser un mot, multiservice, si je peux m'exprimer ainsi. Elle est sur plusieurs fronts en même temps. Elle doit s'occuper de sa famille, s'occuper de son job, s'occuper peut-être de ses parents. Si peut-être elle a un parent malade ou quelque chose, elle doit veiller à tout ce beau monde-là. Et pour le faire, il faut qu'elle ait le temps de le faire. Et le temps de le faire, ça passe par l'entrepreneuriat ou même de chez elle. Elle peut gérer son entreprise, même de son entreprise, elle peut gérer la maison. Enfin, ça se complète, ça se complète. Alors, comment ça se passe, mesdames? Je suppose que vous êtes toutes mariées, en tout cas, vous vivez avec quelqu'un certainement, vous avez des enfants. Alors, comment ça se passe, la vie de femme au foyer, la vie de mère et la vie de femme entrepreneur, Nadège? C'est pas totalement facile, mais avec l'amour et la passion, on s'y fait. Quelle est votre méthode justement pour y arriver? Tôt le matin, je dépose les enfants à l'école. Parce que dans le pays dans lequel je suis, il faut se réveiller tôt. Parce qu'il y a énormément de bouchons. De bouchons. Il faut se réveiller tôt, être là où tu vas aller tôt. Donc tôt le matin, je fais tout, je les dépose à l'école et je vais dans ma boutique. Je fais le travail de 8h à 14h, je dois tout finir. Tout ce que je dois faire, je dois finir. Parce que quand les enfants reviennent, on ne pourra plus travailler. Ça, c'est le cas où c'est la routine normale, n'est-ce pas? Oui. Mais le cas, par exemple, vous êtes là, on vous appelle depuis l'école pour vous dire que votre enfant a un souci, il faut venir. Comment est-ce que vous faites Comment est-ce que vous gérez ça? Si je suis sur un travail, je confie ça à mes employés et puis je vais à l'école, régler le problème qui est et puis je reviens. D'accord. Donc, on gère. Mais au milieu de tout ça, quel est le rôle de l'homme? Il va aussi au boulot. Ok, mais est-ce qu'il vous accompagne dans cette tâche-là, à savoir, voilà. Avant que vous ne rentriez à la maison, peut-être qu'il a cuisiné le dîner. Souvent, je rentre tôt avant lui. À cause des enfants, puisque leur école n'est pas loin de ma boutique. Je rentre tôt parce qu'eux finissent à 14h. Il faut les prendre à 14h, revenir dans la boutique, rester. Au plus, à 16h, je ferme. Pour ne pas rentrer dans les grosses lots en plus, il faut finir tout à 16h, prendre la route pour rentrer à la maison. Donc, je rentre tout tôt avant lui. Mais les week-ends, quand on est à la maison, soit on sort en famille les week-ends, soit il décide de faire la cuisine. Mais il est beaucoup supportif. Surtout dans mon métier, il est beaucoup. Depuis le début, parce que c'est grâce à lui que je suis dedans. D'ailleurs, que vous êtes allé dans l'entrepreneuriat. C'est grâce à lui que je suis dedans. Et tout ce que je dis, je veux faire concernant ma passion, il est toujours là. Morissette, je sais que vous avez des enfants et je vais vous poser la même question, mais je sais aussi que ce n'est pas forcément facile parce que vous êtes dans le domaine de l'esthétique, donc le make-up et autres. Parfois, est-ce que votre enfant vous laisse ou vos enfants vous laissent appliquer ou mieux garder les pinceaux devant la cliente? Comment est-ce que ça se passe? Partagez avec nous vos expériences sur le terrain. D'accord. Déjà... Parce qu'il vous arrive aussi de vous déplacer vers les gens, les mariés ou autres. D'ailleurs. Bon, déjà, je dirais que ce n'est pas du tout facile. Aller de pair entre la vie professionnelle et la vie de mère, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, moi, dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Je mise beaucoup plus sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire, je les apprends je dirais, même depuis le ventre, qui ne seront pas toujours avec moi. Mon tout dernier, je me rappelle déjà à 1 semaine, j'ai dû le laisser pour aller prester parce que j'avais déjà signé le contrat et je devais accoucher un peu plus tard, mais c'est venu un peu plus tôt. Donc, il n'y a pas de raison pour que je n'honore pas mon engagement. Donc, très tôt déjà, l'enfant, il a compris tout de suite qu'il n'aura pas une mère qui serait H24 à ses côtés. Donc, ils n'influencent, ils n'interagissent pas sur mon boulot, non. Mais je trouve quand même le moyen de ne pas les abandonner à leur compte. Voilà. D'accord. Alors, quand vous étiez enceinte, oui.
comment est-ce que le travail se faisait? Est-ce que, ma question est à deux volets. Déjà, vous-même, votre état physique, est-ce que vous vous sentez bien quand vous gardez vos pinceaux? Parce que c'est un travail debout, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous vous sentez déjà bien physiquement? Ça, c'est le premier volet. Le second volet, les dames avec qui vous allez pour les sublimer, est-ce que il ne vous est pas déjà arrivé de tomber sur des clientes qui disent non, parce que vous êtes enceinte, vous n'allez pas me toucher? D'accord. J'avoue que les débuts sont un peu compliqués, mais par la suite, j'ai d'abord une magnifique assistante qui m'aide beaucoup et une équipe formidable que j'ai formée depuis des mois, depuis des années à l'avance, qui m'accompagne. Maintenant, par rapport aux clientes, j'avoue qu'elles sont adorables. Puisque la majorité sont des femmes aussi, elles sont vraiment adorables, elles sont compréhensives. Si elles doivent refuser que je ne travaille pas, c'est beaucoup plus par compassion. Elles me demandent de me reposer et elles me permettent de laisser mon assistante travailler, par exemple. Donc voilà comment ça se passe. Mais dans tout ça, quel est le rôle maintenant de votre époux? Est-ce qu'il comprend quand, après une semaine de travail, après une semaine après votre accouchement, vous avez dû laisser le bébé à la maison pour aller travailler? Quel était son regard? Qu'est-ce qu'il a pensé par rapport à ça? Est-ce qu'il vous soutient à ce point? Il m'a beaucoup soutenu par rapport à cela. Par rapport à mon travail, il ne fait pas d'histoire pour dire tout court. Il ne fait pas du tout d'histoire parce qu'il a compris que j'aime beaucoup ce que je fais et je m'épanouis énormément à travers ce que je fais. Donc, il a compris que l'une des manières de me permettre aussi d'être une femme bien à ses côtés, c'est de me laisser m'épanouir. Donc, il arrivait même qu'il gardait le bébé le temps que je revienne s'il n'est pas occupé. Voilà, mais quand il est occupé, j'ai pris déjà le temps de former une magnifique nounou également qui m'aide beaucoup. Voilà. Quand vous n'êtes pas là? Quand je ne suis pas là, voilà. Mireille, elle s'est dit, à écouter Nadège et Morissette, elle s'est dit que pour qu'une femme excelle dans son milieu d'entrepreneur, pour qu'elle puisse battre les records et être la meilleure dans son domaine, il faut forcément le soutien de son conjoint. Effectivement, parce que, par exemple, quand je prends moi mon cas, j'ai commencé tout en étant jeune. J'ai fait au moins 3 ans dans le domaine et déjà quand on est jeune, c'est plus facile, tu vas là où tu peux, c'est beaucoup plus aisé. Et après mon accouchement, il y a de cela 7 mois, ça a été très difficile, surtout qu'à l'avance, je n'ai pas pu préparer une équipe et le nœud même de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir à ses côtés une équipe plus dynamique qui puisse nous accompagner. Donc, je n'avais pas préparé tout ça là, ça a été difficile pour moi. Heureusement, j'ai ma maman à côté qui m'aide beaucoup pour ce qui est de s'occuper de l'enfant, pour la participation aux foires et autres. Elle m'aide beaucoup. Il y a aussi mon mari qui m'accompagne des fois à travers des livraisons, que ce soit de s'approvisionner en matières premières. Et tout ça, je crois qu'il faut beaucoup le soutien de sa famille pour s'en sortir. Oui, Ariane, le soutien du conjoint, le soutien de sa famille pour entreprendre, c'est vrai que tu n'es pas dans le domaine. Mais même si je ne suis pas dans le domaine, non, Rebecca, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Mais en étant femme qui travaille, tu confirmes que le soutien du conjoint, de la famille est très important quand il s'agit de permettre à la femme qui est mère de vaquer à d'autres occupations. C'est important. Tu t'imagines, tu décides de te lancer dans quelque chose, tu n'as aucun soutien. C'est comme si tu étais seule sur Terre. Et là, c'est sûr qu'après quelques mois, tu vas abandonner et passer à autre chose. Donc, je trouve que c'est important d'avoir le soutien de son conjoint, de sa famille. Même moi-même qui suis ici, parfois, je suis obligée de laisser mon enfant à ma mère. Si elle n'était pas là, comment j'allais faire? Je serais obligée de faire recours à une nounou, même si aujourd'hui, c'est pas facile avec les nounous. Donc, en fait, c'est un sacrifice que nous faisons, mais en retour, on a des gens qui nous soutiennent et qui font aussi le sacrifice avec nous. Et c'est important. Et quand c'est comme ça, c'est sûr que tu seras une femme épanouie, une femme heureuse qui va réussir. Et puis, l'entrepreneuriat, l'avantage également aujourd'hui, c'est que les femmes sont très autonomes.
Et elles disposent de leur temps. Parce que quand tu regardes les profils que nous avons ici, c'est des gens qui ont étudié dans d'autres domaines, mais qui sont dans l'entrepreneuriat. Tu t'imagines si après leur diplôme, elles se disaient, j'attends forcément qu'on me donne un emploi, elles restent à la maison, elles vont dépendre de leur mari, ce qui n'est pas toujours commode. Elles seront obligées de, je ne sais pas, quand elle a un petit souci à l'hôtel, j'ai besoin de... Et puis là, franchement, le monsieur, un jour, il va se dire, ça me fatigue, quoi. Je n'en peux plus, va te chercher un truc à faire. Ariane, la plupart des entrepreneurs qu'on déniche aussi par ici, on les déniche sur la toile, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, ça veut dire que le digital a un rôle très important à jouer dans le milieu de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et donc, comme notre thème porte sur l'entrepreneuriat féminin à l'aide du digital, parlez-moi, Nadège, comment est-ce que vous utilisez? Vous connaissez le digital, n'est-ce pas? Votre entreprise évolue aussi dans le milieu du digital. Comment vous avez connu le digital et comment vous avez associé votre entreprise à ça? Déjà par le biais des amis, les formations qu'on a eu à suivre, les formations que j'ai eu à suivre à l'extérieur et puis au Bénin aussi. Et c'est grâce à ça qu'elle m'a conduit. On ne s'est jamais vu. Jamais. C'était, je ne me rappelle pas bien, mais je crois que c'est une interview que j'ai eu à faire et ça a été publié, soit sur Facebook et Instagram. Et elle m'a contacté, qu'elle avait telle chose sur moi et qu'elle voulait que je passe. Ça fait bientôt 3 ans qu'elle voulait que je passe. Mais chaque fois, j'étais enceinte en ce moment. Je n'ai pas pu venir au Bénin pour le faire. La dernière fois, j'étais là, je n'ai pas pu. Et je suis venue cette fois-ci, je lui ai dit, bon, il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Donc, si je n'étais pas aussi présente sur les réseaux sociaux, elle n'aurait pas. Et ça me permet aussi à d'autres clients de l'extérieur de m'appeler à n'importe quel moment, des gens que je ne connaisse pas, de m'appeler à n'importe quel moment, j'ai besoin de telles choses, fais et envoie-moi ça. D'accord. Morissette, mais une fois sur le digital, quelle est la stratégie que vous adoptez pour captiver l'attention? Parce qu'aujourd'hui, des esthéticiennes, il y en a énormément. Des entrepreneurs dans le domaine de la mode, il y en a aussi. Quelle est la stratégie que vous adoptez justement pour captiver l'attention de l'internaute qui vous suit afin que l'internaute là vous contacte très rapidement? D'accord. Déjà, je pense que le digital, c'est d'ailleurs ce qu'il nous permet de faire. Il nous offre une certaine connexion entre entrepreneur et sa clientèle. Et moi, ma stratégie, c'est de beaucoup plus parler de ce que je sais faire, de faire ressortir des preuves palpables de mon savoir-faire. Et avec ces preuves, les clientes me contactent très rapidement et une fois dans nos locaux ou une fois chez elles pour mes prestations, je le fais très bien. Ce qui fait que au digital, s'ajoute aussi les témoignages du bouche à oreille. Parce qu'à travers le digital, on fait une publicité parfois offensive qui nous fait gagner des clientes. Mais il va falloir que dès que ces clientes sont dans nos locaux ou quand on va vers eux pour les prestations, elles soient réellement satisfaites. Et une fois satisfaites, ça passe maintenant du digital au bouche à oreille. D'accord. Voilà. Donc le digital est important et très important. Elles ajoutent d'ailleurs. Vous confirmez, n'est-ce pas? Oui, je confirme cela, puisque le digital nous donne aujourd'hui plus de visibilité, vu que moi je suis dans l'agrobusiness. Ça offre énormément d'avantages. Et d'opportunités. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Ce serait en guise de conclusion, en même temps pour vous, des conseils à l'endroit de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui hésitent encore à embrasser le milieu de l'entrepreneuriat parce que oui, tout le monde veut travailler dans un bureau. Tout le monde veut travailler dans un bureau. On vous voit, on sait que vous êtes épanoui, on sait que vous êtes autonome financièrement. Quel serait par exemple, votre conseil à l'endroit de la jeune fille, surtout que nous avons célébré la journée de la femme, la journée des droits de la femme? Quel est votre conseil à l'endroit de cette jeune fille qui hésite encore? Ce que je vais dire, dans toute chose, il faut être motivé et il faut savoir se découvrir et aller vers ce qu'on sait faire. Avoir l'amour de ce qu'on a, de ce qu'on sait faire et le faire bien. Pour les jeunes filles, je vais le dire, de ne pas se décourager et de ne pas attendre forcément que quelqu'un leur donne ce qu'il faut faire. Il y a dans chacun de nous, on a un talent inné en nous. Et qui est caché, qu'on doit faire ressortir. Mais quand tu es couché à la maison,
Ça tout ne le va pas temps, sortir. tu ne peux jamais le savoir. D'accord. Il faut se développer, il faut se découvrir et développer ce talent qui est en toi et aller vers ce que tu veux. Morissette. Ok. Moi, je dirais à la jeune fille qui aujourd'hui hésite, surtout que nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat à l'ère du digital, je dirais à la jeune fille d'oser. Parce que non seulement l'entrepreneuriat va lui permettre de se réinventer, de créer une entreprise ou une activité épanouissante, mais grâce au digital, elle va non seulement démarrer cette activité avec un budget très limité, très peu, parce que c'est voilà l'une des possibilités que nous offre le digital. Elle va pouvoir concilier sa vie professionnelle avec sa vie maritale, par exemple. Elle va pouvoir également gérer son entreprise, même étant chez elle, avec peut-être Son même pas, smartphone, voilà, oui. avec son smartphone. Elle va pouvoir se former parce que le digital nous offre un large champ de formation. Elle va pouvoir également créer facilement une connexion entre elle et ses clientes. Et entre elle et d'autres entrepreneurs également, que ce soit de son domaine ou d'autres domaines. Donc, à la jeune fille, moi, je dirais tout aisément qu'elle se lance. C'est beau. Et l'aventure en vaut vraiment la peine. On ne voit pas les difficultés. Il y a des n'est-ce pas? difficultés, certes, mais Il c'est faut pas prendre en compte surmontable. les difficultés. Voilà, c'est surmontable. D'accord. Voilà. Vous partagez l'avis de Morissette et de Nadège, Mireille? Oui, je partage les mêmes avis, seulement que je dirais à la jeune fille de beaucoup réfléchir d'abord avant de venir vers l'entrepreneuriat, parce que c'est pas du tout facile d'être passionné. Et avec le numérique aujourd'hui qui nous offre davantage possibilités de faire des recherches, d'avoir des bonnes informations avant de commencer. Oui, avant de commencer, et avec l'aide de Dieu et l'aide du gouvernement, tout ce qui se fait aujourd'hui pour le développement de la femme, ça ira pour le mieux. Ariane Da Silva, en guise de conclusion aussi, quel est ton mot? Alors, je pense que le digital n'est pas utile qu'en entrepreneuriat. Le digital est aussi utile pour nous parce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est grâce au digital que je l'ai rencontré, que je l'ai contacté. Et je sais que tu es très active, toi, sur les réseaux sociaux et tout. Et je pense que pour notre métier, c'est important qu'on se fie à ça parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te découvrir grâce au digital. Ah oui, elle est journaliste. Ah oui, elle a une belle voix. Je veux bien la solliciter pour ci. Ou je veux lui offrir une formation sur ça et tout. Donc, c'est un avantage. Je pense qu'il faut qu'on ose. Qu'on se jette à l'eau. Voilà. Merci beaucoup, C'est mesdames. bon. Et Rebecca, je ne sais pas si tu as remarqué que sur ce plateau, on a 3 profils d'entrepreneurs qui peuvent se compléter. Tout à fait. La mode, Tout à fait. l'esthétique, les Et prestations, franchement. et l'agriculture. Franchement, Tout à donc c'est fait. un réseau de femmes entrepreneurs Franchement. que Et nous sommes en train de créer. je suis sûre qu'après ce plateau-là, elles vont s'échanger les contacts. Voilà. Morissette, Nadège, Mireille, merci pour ces échanges fructueux. Ariane Da Silva, toi, tu restes sur place. Mesdames, je vous raccompagne. Je vous souhaite un bel après-midi et du courage à vous. Bon retour. On installe donc la toute dernière rubrique de cette émission. Ça pousse. Taragwe Valère Onsou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. Comment tu vas? Ah, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment produit-on le moringa? Alors le moringa oleifera, une plante magique, une plante qui guérit plus de 300 maladies. Comment produire cette plante? C'est tout de suite et c'est sur ce plateau. Alors vous savez, le moringa c'est une plante, si vous en souvenez très bien, il y avait une propagande autour de cette plante. Et quand on était bébé ou bien quand on avait 10 ans, quand on était au collège, on nous incitait à consommer la poudre de moringa dans les sauces, ce qu'on n'aimait pas trop quand on était enfant. Et aujourd'hui, vraiment, quand j'ai découvert cette plante, je vous conseille sauvagement de la produire, même ne serait-ce qu'un seul pied dans votre jardin. D'accord. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Nous avons 2 voies. Nous avons la voie sexuée et la voie asexuée. La voie sexuelle, vous avez dit, est-ce que le moringa fait l'amour ou quoi? J'ai cru qu'il allait dire la voie sexuelle. Bon, on y va. Ah non, ce n'est pas les graines. Donc, quand on dit une voie sexuée, quand tu prends la mangue de la mangue pour produire la mangue, ça veut dire que c'est la voie sexuée. Mais quand tu prends une tige, une bouture, une feuille, une racine pour produire, et ce n'est pas issu de la graine, là, c'est une voie
asexuée. Donc, la voie asexuée consiste à faire quoi? Ça consiste à récolter les gousses qu'on retrouve sur les pieds de moringa. Vous allez avoir des trucs longs, comme des légumes, comme des concombres là. Vous allez les laisser seulement sécher. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur agronome ni d'être agriculteur avant de faire ça. Vous voyez les pieds longs sur les pieds de moringa, les fruits longs là. Vous les laissez sécher et après séchage, vous récoltez. Quand vous récoltez, vous prenez un pot de fleurs, c'est pas un petit sachet, vous remplissez de terreau et vous enfoncez seulement une graine à 1 cm de profondeur. Vous mettez du sable fin. Le sable fin, c'est quoi? C'est le sable qu'on retrouve dans les rues, quoi. Le sable qui est fin comme du gari, en fait. Okay. C'est ça que vous mettez là-dessus et ça permet de lever facilement la dormance de la graine. Et au bout de 2 semaines, vous avez un pied de moringa qui pousse déjà et en 1 mois, c'est prêt pour aller au champ. La voie asexuée qui est la voie végétative encore, vous allez prendre les boutures de ces pieds de moringa. Alors, qu'est-ce qu'on appelle bouture? La bouture, c'est une partie aérienne d'une plante qui peut permettre de reproduire une plante entière. Donc là, les cellules qui sont au niveau de cette plante sont identiques au pied mère. D'accord. Tandis que dans la voie asexuée, vous allez avoir un pied de moringa qui est vraiment différent du pied mère. D'accord. Bon, je ne vais pas expliquer ça ici. Maintenant, quand je prends la bouture, quel type de bouture il faut choisir? Toutes les parties de moringa où les cellules sont jeunes, où l'activité des cellules sont beaucoup plus actives, c'est là qu'il faut choisir. Donc, on va sélectionner des branches qui ont une grosseur de mon doigt comme ça. Bon. Donc, on va couper le bas comme ça et puis ça ne doit pas être cassé. Si c'est cassé, ce n'est pas un coup franc, ça ne va pas pousser. Donc, quand je fais ça, je mets dans un sachet, j'arrose au bout d'1 mois et puis c'est bon, j'ai ma bouture qui pousse. Maintenant, il y a aussi une autre voie qui est la voie des paresseux. Vous coupez une grosse branche d'1,5 mètre de haut ou bien de long. Et vous allez faire le coup franc en bas avec la machette qu'on appelle la koba ou bien 2400. Vous coupez très bien et vous l'habillez. L'habillage consiste à faire quoi? À enlever toutes les parties aériennes, c'est-à-dire les feuilles, les follicules, tout ça. Parce que ces feuilles-là vont entraîner la mort de la plante. Parce que les plantes ne respirent pas les feuilles au niveau des stomates. Donc quand on enlève toutes ces feuilles-là, eh bien, le pied de moringa n'arrive plus à respirer. Donc, il se concentre sur comment avoir des feuilles pour respirer. Là, on voit les nouvelles feuilles pousser. On a notre pied de moringa. Moringa, Ariane da Silva, est-ce que ça te dit d'avoir un pied de moringa chez toi? Oui, pourquoi pas, parce que tout ce temps que nous sommes, on a déjà goûté le moringa, que ce soit en jus, en tisane, donc bon. On n'a pas encore parlé d'argent. On n'a pas encore parlé d'argent, de millions. On ne va pas en parler. Ça fait gagner des millions aussi. Non, mais le moringa au Niger, le sac de 50 kilos, c'est à 50 000 francs. J'étais allé au Niger, dans un champ de moringa et on m'a appelé pour donner mon expertise dans l'amélioration du système d'irrigation goutte à goutte. Des pieds de moringa. J'ai vu 14 hectares de moringa. Le sac de 50 kilos en période de Ramadan, comme on appelle ça, c'est à 50 000 francs. Le sac de riz. Oui. Et sur un pied, vous pouvez récolter l'équivalent de 10 kilos. Et voilà, si vous voulez devenir riche en quelques mois, vous savez désormais quoi faire. Produisez le moringa. Tadagwe Valère Onsou, merci beaucoup. Je vous en prie. Fin de cette émission. Merci pour votre présence et votre fidélité. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain quand il sonnera exactement 12h. Bye bye.